Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview de gestion. Avec la montée en puissance des préoccupations environnementales et sociales, de nombreux épargnants cherchent à investir de manière plus responsable. Et face à la multitude des produits financiers étiquetés verts, durables, peut être un petit peu difficile de s'y retrouver parfois, d'autant plus que la réglementation, censée clarifier l'offre, reste encore en cours d'appropriation et d'interprétation par les acteurs. Dans ce contexte, les labels de finances durables demeurent des repères incontournables, à condition de savoir ce qu'ils recouvrent. On en parle avec Madame Michèle Papalardo, présidente du comité du label ISR. Madame Michèle Papalardo, bonjour. Bonjour. Et merci de passer sur le studio de TV Finance. Alors, pouvez-vous rappeler tout simplement ce qu'est le label ISR, s'il vous plaît? Alors, c'est un label qui cherche à identifier les fonds qui financent des entreprises qui ont des démarches de durabilité sérieuses. Je rajoute sérieuse. Voilà. C'est tout bêtement ça. L'idée, c'est de rassurer l'épargnant et l'investisseur, qui, comme vous l'avez dit, est face à un énorme champ de réflexion, de réglementation, de fonds qui se recommandent de telle ou telle démarche. Bon, là, on essaye de leur donner confiance, au moins dans les fonds qui sont labellisés. Et que ce soit énergie renouvelable, lutte contre le réchauffement climatique, le social, l'eau, le climat, quelles que soient les causes qui nous sont chères, il y a une multitude de thématiques qui sont couvertes. Ce qu'on cherche très clairement avec le label ISR, c'est être généraliste. C'est-à-dire, ce sont des fonds qui investissent dans des entreprises qui ont des démarches de durabilité dans l'environnement, dans le social et dans la gouvernance. Et ça fait partie des nouveautés du référentiel, d'être sûr qu'ils font un effort sur ces trois domaines. Bien sûr, ils peuvent être plus spécialisés sur l'environnement ou sur le social ou sur autre sujet, mais au minimum, être sûr qu'ils ont fait un effort sur ces trois domaines de la démarche de durabilité. Et pourquoi les labels sont des outils nécessaires en finance durable particulièrement? Alors, je pense qu'ils sont nécessaires dans tous les domaines. On le voit dans la consommation, dans tout ce que vous voulez. Ça sert à reconnaître, à faire reconnaître facilement à l'utilisateur, au consommateur, bon là, à l'investisseur, ce dans quoi il va investir. Ça lui évite, lui, d'aller à la pêche aux informations, de comparer les fonds avec les uns avec les autres, et puis de s'y perdre, et surtout s'il n'a pas le temps. Quand ce sont des professionnels, ils savent le faire. Quand c'est monsieur ou madame tout le monde, forcément, ils n'ont pas le temps de faire ce genre d'exercice. Donc, ça sert à leur dire, voilà, là, vous avez des fonds dont nous avons vérifié. C'est-à-dire qu'il y a un tiers qui a vérifié. Ce n'est pas de l'autodéclaration. Il y a un tiers qui a vérifié que le fonds suit tout un tas je sais pas des recommandations, c'est des exigences du référentiel. Le référentiel pour les valeurs cotées fait plus d'une trentaine de pages. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et les certificateurs qui sont, pour le moment, AFNOR, Ernst & Young et Deloitte, vérifient tous les 3 ans que tout a bien été appliqué, et tous les ans vérifie qu'il n'y a pas eu de dérive par rapport à ce qui a été décidé l'année de l'anniversaire de la labellisation. Donc voilà, c'est confiance, c'est ça le mot en fait, le mot-clé, celui sur lequel on a travaillé pour essayer de trouver des solutions qui donnent vraiment confiance et qui soient lisibles aussi pour les personnes qui épargnent ou qui investissent, et qui ne les obligent pas à rentrer dans toutes les définitions de la SFDR, de la taxonomie, etc., mais qui leur donnent une assurance sur le résultat. Pouvez-vous revenir sur la genèse du label ISR et surtout de la finance durable plus largement? Alors, vous avez raison, finalement, c'est assez lié, puisque moi, je considère que c'est l'accord de Paris, en fait, et même si on parle souvent de la partie énergie, mais en tout cas, la COP de Paris a dit dans son article 2 que la finance devait jouer un rôle dans la transition écologique, alors qu'avant, il se passait des choses, il y a toujours eu, bien entendu, des pionniers, des gens investis sur le sujet, mais c'était pas reconnu comme tel, et donc, résultat, il n'y avait pas de cadre bien défini, etc. Donc, c'est à partir de 2015 qu'on a commencé à essayer de définir des cadres, des outils, etc. Et le label ISR date de 2016, donc il a fallu 1 an pour s'y mettre à peu près. C'est à la fois très remarquable, c'est-à-dire que c'est un des
premier qui a été mis en œuvre, un des premiers outils qui a été mis en œuvre en matière de finances durables. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on ne l'a pas beaucoup revu après. Et donc, on s'est retrouvé en 2020-2021 avec un label qui était plus complètement au top, on va dire, de ce que faisaient les finances durables, puisque depuis, bien entendu, la finance durable a beaucoup progressé. Et il faut dire que le sujet, globalement, est très difficile. On termine une période avec des COP. La COP 29, certes, on parle de financement. Les participants ont accouché d'un accord qui rehausse légèrement les objectifs de refinancement de la transition, mais il prévoit quand même le statu quo concernant les énergies fossiles. C'était une petite parenthèse d'actualité. Si on revient sur la réforme du label ISR, qui est devenu plus exigeant, je pourrais citer effectivement cette évolution qui inclut une sélectivité accrue des fonds candidats, qui doivent désormais exclure de leur univers les 30% d'entreprises les moins bien notées sur le plan ESG, contre 20% auparavant. Plus globalement, le nouveau référentiel entré en vigueur le 1er mars 2024, quels sont les principaux changements apportés par la réforme? Alors, celui que vous venez de citer est le premier. C'est plus sélectif. L'objectif global, c'est plus exigeant et plus lisible. Donc, plus sélectif. Donc, vous avez dit, on passe de 20 à 30% dans le choix, en fait, dans l'univers de départ, ce qui est déjà très important. Toujours dans cette idée de sélectivité, il y a ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être sûr que les notes sur la base desquelles on fait cette sélection comprennent bien du E, du S et du G à hauteur de minimum 20% chacune. Voilà, donc on ne peut pas être à zéro en environnement et très bon en social ou inversement. Donc on ne peut pas faire d'impasse. Bon, on a précisé des choses qui sont complexes quand même pour les sociétés de gestion, en matière d'engagement, en matière de controverse, en matière de vote. On a mis des exigences sur le vote aussi en Assemblée générale. L'objectif, c'est de dire si un fonds est engagé dans une démarche de durabilité, c'est qu'il agit. Et donc il faut qu'on ait des preuves qu'il agit et qu'il nous explique, à nous et aux certificateurs bien entendu, comment il agit. Deuxième grand axe, c'est la double matérialité. Ce qui me paraît évident quand on cherche à avoir une démarche de durabilité, bien entendu. Et donc là, en fait, on a essayé de se caler sur la réglementation européenne et sur la SFDR. Donc les fonds doivent suivre les PAI des entreprises dans lesquelles ils sont. Donc PAI, je rappelle, c'est les incidences négatives qu'ont les entreprises sur un ensemble de sujets, une vingtaine de sujets qui sont listés par la réglementation européenne avec des indicateurs bien précis. Donc là, pour le moment, c'est juste aller chercher l'info et dites-nous que vous la suivez. Ensuite, bien sûr, on verra ce qu'on en fait. Troisième point, c'est un point important aussi, c'est pour la première fois, on a décidé qu'on ne pouvait pas avoir, on a considéré qu'on ne pouvait pas avoir une démarche de développement durable si on n'avait pas une démarche claire en matière de climat. Même si vous êtes un fonds social, un fonds qui a tout un tas d'autres sujets que celui du climat, aujourd'hui, c'est plus possible de faire l'impasse sur le climat. Donc, dans les PAI, dans les incidences négatives, il y a forcément des aspects climat, gaz à effet de serre, etc. Dans les exclusions, puisqu'effectivement, j'ai oublié de le dire, nous avons aussi décidé de faire des exclusions. Donc, il y a des exclusions sur le tabac, sur les armes contestées, etc. Bon, voilà. Mais on a surtout, c'est celle qui a fait le plus parler, on a décidé qu'il fallait faire des exclusions sur les énergies fossiles. Alors, pas sur tout, sur le charbon, sur les fossiles non conventionnels, gaz et pétrole, et sur tous les nouveaux projets. Enfin, les entreprises qui ont des nouveaux projets dans les énergies fossiles. Bon, ce qui fait qu'au final, aujourd'hui, il n'y a pas il n'y a même aucune grande entreprise du secteur qui est éligible, mais voilà, la définition est claire, c'est pas d'augmentation de production, parce que si vous augmentez la production, vous ne pouvez pas être en phase avec les accords de Paris, parce que le troisième point qu'on a mis sur cette dimension climat, c'est de dire qu'il faut aussi commencer à suivre sérieusement les transitions des entreprises, qu'elles soient dans l'énergie ou dans autre chose. C'est-à-dire toutes les entreprises qui sont dans les secteurs qui ont un fort impact sur le climat, on va progressivement regarder leur plan de transition et les regarder pour vérifier qu'ils sont bons, bien entendu, qu'ils sont en phase avec l'accord de Paris. Donc, dans un premier temps,
pour le 1er janvier 2026, ce sera 15% des entreprises qui devront avoir un plan, et puis progressivement, on augmentera probablement ce pourcentage. Donc vous voyez beaucoup de changements qui sont toujours dans le même axe, exigence et lisibilité pour l'épargnant et l'investisseur. Ouais, on se rend bien compte, entre les nouvelles exigences du label ISR et l'encadrement européen des appellations ESG, la finance responsable est en train de se réinventer. La rationalisation est peut-être un petit peu brutale. Donc, à partir du 1er janvier, de nombreux fonds pourraient perdre leur label ISR faute de respecter les nouvelles exigences. Alors, en même temps, c'est bien, ce label, il faut le gagner pour avoir votre bénédiction. Je vois que des groupes vraiment sont avant-gardistes, enfin je veux dire, ont des convictions. Je regardais l'actualité du groupe AXA IM qui exige que les entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre rendent compte de leurs actions de lobbying allant à l'encontre de l'accord de Paris. Et puis d'ailleurs AXA IM fait de la pédagogie auprès de tous ses collaborateurs sur ces sujets climat. Il y a vraiment un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur, en tout cas dans les groupes qui prennent le sujet, le taureau par les cornes. Alors comment percevez-vous cette rationalisation dont on parle dans le secteur? Alors, globalement, il y a la réglementation qui est en train de se caler. Alors, c'est parfois un peu brouillon, reconnaissons-le, la SFDR avant la CSRD, enfin voilà, c'est compliqué. Et puis, on voit bien que la SFDR, première réglementation européenne sur justement nos fonds, va bouger, puisque l'année prochaine, ça va évoluer. Bon, donc, il faut que tout le monde s'adapte, et nous aussi d'ailleurs, avec notre référentiel. Mais bon, c'est un mal pour un bien, il faut passer par là. Je reconnais que c'est très compliqué pour les acteurs de la finance, mais c'est nécessaire, il faut mettre de l'ordre rapidement. Et puis de notre côté, sur le label lui-même, comme vous le disiez, il y a certainement un nombre non négligeable, parce que pour le moment on ne sait pas combien ils sont, un nombre non négligeable de fonds qui vont pas demander à passer au nouveau référentiel, donc qui vont perdre leur label, soit parce qu'ils en sont trop éloignés. Mais beaucoup n'étaient pas du tout éloignés de ce qu'on vient de faire. Les exclusions, en général, ne posent pas un énorme problème, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent, un énorme problème au fond, parce que souvent, ils ont déjà beaucoup exclu. C'est plus tout le reste du travail qu'on a demandé faire, de plus de précision, de plus de résultats, de plus de transparence encore sur beaucoup de sujets. Donc, voilà, les fonds soit sont trop éloignés, soit ne veulent pas, finalement, aller jusqu'à la labellisation ISR, ou bien ne peuvent pas le faire tout de suite et le feront plus tard, parce que ça a un coût, bien entendu, de passer de l'ancienne version à la nouvelle version. Donc, en fonction de la taille des sociétés, du nombre de fonds qu'elles ont à labelliser, elles ont chacune fait leur choix. Et on attend la fin de l'année 2024 pour savoir le résultat des courses. Alors, j'ai fait allusion à la dimension européenne. De son côté, l'autorité l'ESMA impose des critères clairs sur des exclusions sectorielles pour les fonds revendiquant des termes comme durable ou environnement. Comment ça se joue votre discours sur le label et puis les exigences de l'ESMA, ça vous conforte dans votre démarche? Alors, à la fois, ça nous conforte dans la démarche, c'est sûr, puisqu'il y a des exclusions, il y a enfin toute la rigueur, et on est bien dans le bon sens. Ça nous complique un petit peu la vie, parce que dans le vocabulaire, ils ont mis ISR, donc les fonds qui s'appellent ISR. Alors on peut être labellisé ISR et pas s'appeler ISR, mais enfin ça fait quand même bizarre. Et alors là, pour essayer d'être clair avec l'épargnant, je préférerais que quand on s'appelle ISR ou quand on a un label ISR, on puisse s'appeler ISR, enfin que tout ça soit simple à peu près pour l'épargnant. On a des petits écarts pour le moment. Je dis pour le moment parce que les règles de l'ESMA, les recommandations de l'ESMA sont pas définitivement adoptées, et notamment pas définitivement adoptées en France. Donc il y a encore des discussions qui se font, mais c'est des discussions sur le périmètre des exclusions. En fait, on est bien sur les mêmes domaines, mais des fois on les a pas calculés de la même manière, ce qui est pas très étonnant d'ailleurs. Et résultat, il faudrait qu'on s'aligne probablement. Mais quand on saura réellement quelles sont les règles de l'ESMA, pour le moment, on ne les connaît pas encore définitivement. Un petit mot sur le calendrier des prochains travaux, les prochaines étapes, parce que vous n'arrêtez jamais au comité du label ISR. Non, on ne s'arrête pas. Vous avez raison, on a toujours des idées. Non, donc là, au 1er janvier 2025, tous les fonds
qui s'appelleront, qui seront labellisés ISR, seront des fonds qui appliquent la V3, comme on dit, c'est-à-dire la nouvelle version du référentiel, y compris les anciens fonds labellisés, bien sûr, hein, c'est ça qui est important. Pendant ce temps-là, nous, on a travaillé toute cette année déjà sur le deuxième label, qui est le label ISR immobilier, qui existe déjà, lui qui existe depuis 2020, donc il était plus récent. On va juste l'actualiser, mais c'est aussi très intéressant de travailler sur justement le fait qu'ils prennent pas de retard, hein, et qu'au contraire ils restent en avance. Là, sur les fonds immobiliers, la France est vraiment très en avance, donc il faut qu'on tienne bien sur cette position. On est aussi en train de travailler sur un label pour le capital investissement, qui est un peu compliqué parce que, comme vous le voyez, tout est basé plutôt sur du best in class en fait par rapport à nos réglementations, notre référentiel, alors que sur le capital investissement, on ne sera jamais sans du best in class. Donc, comment on trouve, quelle est la philosophie qu'on prend pour le faire, et puis on a encore quelques autres idées sur lesquelles on est en train de réfléchir. Merci beaucoup, Michel Papalardo, d'avoir été l'invité de l'interview gestion sur TV Finance. Vous êtes la présidente du comité du label ISR, et vous l'avez compris, investir dans un fonds labellisé ISR, c'est une manière simple, concrète de contribuer à la mise en place d'un cercle vertueux, hein, via une économie respectueuse des personnes, mais aussi de l'environnement. Merci de travailler pour la planète, Madame Papalardo. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis.